Merci Bénédicte. Dernier débat de cet entre-deux tours des législatives dans vos circonscriptions. Dernier débat de 30 minutes, cette fois dans l'heure. Toujours avec vous, Emmanuel Grabé, journaliste à France Bleu Normandie, parce que ce débat est aussi retransmis à la radio. On rappelle peut-être une dernière fois les règles, Emmanuel. Ce débat va durer 30 minutes. Nous avons proposé aux deux candidats de débattre d'abord sur deux thèmes. En première partie, questions économiques et sociales, puis les questions liées à l'environnement et à l'écologie. Chacun va développer une mesure emblématique de son programme et en débattra avec son concurrent. Et ensuite, nous laisserons la possibilité à chaque candidat d'exposer une mesure de son choix sur une thématique qui lui convient, une mesure concrète à mettre en place d'urgence et d'en débattre. Et pour clôturer cette soirée, direction la 4e circonscription de l'Eure, celle dans laquelle vous êtes qualifiés, messieurs, pour le second tour. Bonsoir. Tout d'abord, par ordre alphabétique, Philippe Brun. Vous êtes député sortant et candidat PS à votre réélection. Et vous avez été élu de justesse en 2022 face à une candidate du Rassemblement national avec un peu plus de 34% des voix dimanche dernier. Vous avez été devancé au premier tour, mais votre score progresse par rapport à la dernière élection. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité et merci pour ce débat. Face à vous, Patrice Popper, bonsoir. Bonsoir à vous. Candidat du Rassemblement national, c'est la première fois que vous vous présentez dans cette circonscription. Que vous allez tenter d'emporter, c'est la seule, cette 4e circonscription qui manque au Rassemblement national pour faire le grand chelem dans ce département de l'Eure qui est devenu au fil des années l'un de ses bastions. Avant de débattre de vos idées, regardons, si vous le voulez bien, en quelques chiffres ce qui caractérise justement votre territoire en compagnie d'Emmanuel Partouche avec Xavier Robert. C'est la circonscription la plus peuplée de l'Eure et qui attire 127 555 habitants, soit 3 000 de plus en 5 ans. Un territoire caractérisé par 2 pôles urbains importants, Louviers et Val-de-Reuil plus au nord. Pour le reste, ce sont essentiellement des communes rurales. La population est avant tout familiale et ouvrière. Ces couples habitent le plus souvent en maison et se déplacent presque exclusivement en voiture pour travailler, accompagner leurs enfants au collège ou au lycée ou se rendre dans les établissements de santé, des services situés plus loin de leur domicile que la moyenne en France. Ancrée à gauche de 1997 à 2017, la 4e circonscription de l'Eure voit Bruno Kettel bénéficier de la vague macroniste et l'emporter en 2017. 5 ans plus tard, en 2022, c'est la seule circonscription de l'Eure que le Rassemblement national n'est pas parvenu à décrocher. Au soir du second tour, le socialiste Philippe Brun s'impose avec seulement 350 voix d'avance. Moins d'un électeur sur 2 a fait le déplacement ce jour-là. Alors, nous vous avons imposé un thème économique et ou social, mais nous vous avons laissé choisir une idée, une mesure concrète pour les habitants de votre circonscription à mettre en place. On va commencer par vous, par ordre alphabétique. Philippe Brun, quelle est-elle ? Eh bien, c'est un projet de planification et de remontée industrielle. On est dans une circonscription qui est très industrielle, avec de grandes et de belles entreprises, en particulier dans le domaine de la pharmacie et de la logistique, de la défense. La France est aujourd'hui le pays malade de l'Europe s'agissant de la part de l'industrie dans son produit intérieur brut. C'est 10% du produit intérieur brut, c'est 20% en Italie, c'est davantage encore en Allemagne. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on ait une mobilisation générale pour réindustrialiser le pays. Et pas seulement avec des incitations fiscales comme ça a été fait jusqu'ici, pas seulement avec des subventions comme ça a été fait jusqu'ici, mais en créant des co-entreprises avec l'État et évidemment les industriels qui savent faire pour reconquérir notre souveraineté perdue sur 60 produits critiques. Ces 60 produits que l'on ne fait pas aujourd'hui dans notre pays. Je pense par exemple dans le domaine des médicaments. Il y a 10 milliards d'euros par an de médicaments que nous faisons venir dans les produits alcaloïdes. Vous savez, c'est ce qui permet d'endormir les patients dans les hôpitaux. Il faut qu'on arrive à remonter notre balance commerciale et donc une mobilisation générale autour de cet enjeu industriel. Remontée donc industrielle avec l'organisation de filières planifiées par l'État car nous en avons besoin et servie par une politique énergétique nouvelle. Vous savez que j'ai porté une loi à l'Assemblée qui a été adoptée qui nationalise EDF et qui rétablit les tarifs réglementés d'électricité pour les commerçants et les artisans. Je propose l'extension de ces tarifs réglementés aux industriels. L'électricité, elle était 40% moins chère en France qu'en Allemagne au début des années 2000. Elle est aujourd'hui 5% plus chère en France qu'en Allemagne. Il faut, et je le propose, rétablir le monopole d'EDF et donc suspendre notre participation au marché européen de l'électricité pour obtenir une nouvelle régulation. Défendre notre industrie, c'est donner une énergie peu chère et décarbonée à nos industriels et c'est l'enjeu majeur de la législature qui vient.
Ce que vous proposez avec cette remontée industrielle, là, ça veut dire que l'État participe, l'État est actionnaire ? De fait, aujourd'hui, l'État participe déjà beaucoup. Vous savez que la France est le champion européen des aides aux entreprises et que les aides aux entreprises, elles ont augmenté de 2,5 points de PIB en 10 ans. On est les champions européens. Ce sont des aides sans contrepartie aujourd'hui. Et regardez le résultat. Nous avons donné 250 millions d'euros d'aides publiques à Sanofi pour relocaliser la production de paracétamol en France. Comment nous remercie Sanofi ? C'est à Lisieux, c'est pas dans la circonscription, mais c'est pas très loin. Sanofi décide de mettre sur le marché, de se séparer de sa filiale qui fabrique du paracétamol. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire comme les Japonais, comme les Américains, comme tous les grands pays industrialisés et nous s'engager très fortement dans cette reconquête industrielle qui est un enjeu majeur pour relever notre pays. Patrice Popper, il faut donner plus de poids à l'État dans la réindustrialisation ? Si c'est nécessaire, oui, tout à fait. En tous les cas, je note que M. Brun emploie des mots du Rassemblement national. On parle de souveraineté industrielle. C'est utilisé par la majorité également. De réindustrialisation. Oui, non, mais c'est intéressant quand même de noter effectivement que ces idées sont partagées par le plus grand nombre. Moi, je suis tout à fait d'accord effectivement que l'industrie soit réintégrée, qu'on ait effectivement une industrie forte en France. C'est ce que l'on veut depuis un certain nombre d'années. On l'a vu après le Covid. Nous avons besoin effectivement d'industrie nationale, d'industrie française. Il faut rapatrier un certain nombre de savoir-faire. Donc je n'ai pas de difficulté effectivement par rapport à ces propositions de M. Brun, bien évidemment. Et sur les 60 produits dont parlait M. Brun, qu'est-ce que vous en pensez de cette liste de produits essentiels ou en tout cas stratégiques aussi peut-être ? La liste des produits essentiels, je ne sais pas, je ne l'ai pas précisément, mais il y a effectivement des nécessités. On le voit en matière automobile, on le voit en matière de batterie électrique, il y a matière pharmaceutique. On a effectivement des produits essentiels que l'on a pu sur le territoire et qu'on doit... On l'a vu avec les masques. On l'a vu avec les masques, on l'a vu avec les médicaments. Il y a effectivement des pénuries, il y a un savoir-faire qui a disparu, qui a été transféré vers l'étranger. Il faut réintégrer effectivement ces savoir-faire et je partage effectivement sur ce point-là la position de M. Brun. Et revenir sur les mesures d'incitation fiscale que dénonce Philippe Brun ? Ah non, je ne sais pas s'il les dénonce, mais de toute façon, il faut aider. Il faut aider. Bien évidemment que on ne peut pas... l'industrie, c'est coûteux. C'est des investissements très importants. Donc, s'il faut aider effectivement les entreprises pour rapatrier ces activités, je ne pense que ce n'est pas une difficulté à mon sens. Ce que je vois aussi, c'est de réorienter les crédits publics. Aujourd'hui, par exemple, on dépense presque 9 milliards d'euros pour le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'était une belle idée, c'était inventé par Jean-Pierre Chevènement. C'était l'idée d'aider les industries à innover dans la recherche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On constate que Carrefour touche du crédit impôt recherche. Carrefour, c'est pas Decathlon, ils font pas beaucoup d'invention ou de recherche et de développement. C'est bien, vous m'avez sorti 3 marques, je suis contente. Oui, voilà. J'espère que vous toucherez des royalties. En tout cas, il est important aujourd'hui de réorienter tous ces fonds publics qui sont utilisés tous azimuts pour vraiment relocaliser les produits les plus importants, définir des zones de réindustrialisation. Et l'industrie, c'est le moyen d'avoir des salariés mieux payés, car les salariés dans l'industrie sont mieux payés que dans les services. C'est le moyen de retrouver notre souveraineté, c'est le moyen de réduire notre dépendance à l'extérieur. On parle beaucoup de dette publique, mais la vraie dette, c'est l'endettement extérieur. C'est ce déficit commercial abyssal de plus de 120 milliards d'euros qui nous met en danger pour l'avenir. Et donc, l'enjeu du gouvernement qui ressortira probablement de cette élection, c'est une union des forces productives pour défendre l'outil productif français. Patrice Popper ? Oui, je suis. Là, j'ai vraiment pas d'opposition effectivement par rapport à Fénéfroy. Tout à fait. C'est une évidence effectivement. Maintenant, parler du CICE, on peut effectivement développer là aussi. Mais du crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche. On est bien d'accord. On sait effectivement que c'est l'essentiel des entreprises étrangères qui en bénéficient aujourd'hui sur le territoire. Donc, effectivement, revoir ce poste-là également, ça me pose aucune difficulté. On peut peut-être passer du coup à votre proposition, celle que vous avez choisi de mettre en avant sur ces dossiers économiques et sociaux. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aurais pu effectivement porter la proposition de Philippe Brun. Ce soir, j'ai fait le choix effectivement de la jeunesse. Je pense qu'effectivement, la jeunesse, c'est l'avenir. Et il faut aider ces jeunes. Et le Rassemblement national a fait une proposition. Nous avons vu le département, effectivement, la jeunesse est importante. Et c'est en particulier permettre aux jeunes de ne pas avoir d'imposition sur le revenu jusqu'à 30 ans. Permettre effectivement à ces jeunes d'avoir un pouvoir d'achat peut-être plus important que les autres pour pouvoir investir, pour pouvoir se loger, pour pouvoir quitter le cocon familial.
pouvoir vivre et s'insérer normalement dans la société. C'est ça, effectivement, l'idée que je souhaite porter rapidement. Et ça se fait sans condition de revenus, sans condition de bien ressources. évidemment. Nous avons tous, effectivement, entendu l'exemple de Kylian Mbappé. Je ne crois pas que ce soit le cas, de toute façon, sur le département. Nous savons, effectivement, que le pouvoir d'achat n'est pas forcément, et les salaires ne sont pas forcément très élevés. Mais bien évidemment que sur un principe fiscal, il y a toujours des exceptions. Et bon, après on discutera, le cas échéant, le plafond, mais le principe c'est celui-ci, c'est d'aider les jeunes, leur permettre effectivement d'avoir un pouvoir d'achat plus important, parce que quand on démarre dans la vie active, le salaire effectivement est plus faible que quand on a 30, 40 ou 50 ans. Philippe Brun, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est une idée très farfelue qui m'a toujours beaucoup étonné, que le RN porte d'ailleurs à l'Assemblée depuis 2 ans. Alors, pardonnez-moi de l'exemple de Kylian Mbappé, mais il y en a plein d'autres, de tous les footballeurs, du Premier ministre. S'il était âgé de moins de 30 ans lui-même, tout ça n'a pas de sens. Vous voyez bien qu'on ne peut pas exonérer quelqu'un de l'impôt. Et vous dites, l'argument central, c'est de dire quand on est jeune, on gagne moins. Et ben c'est vrai, c'est pour ça qu'on a un système d'imposition qui est progressif et qui vous permet de moins payer d'impôts quand vous gagnez moins d'argent. C'est une formule en vérité assez démagogique qui rappelle ce que faisait Emmanuel Macron. Vous savez, à chaque élection, il y avait une promesse fiscale différente pour vraiment récupérer quelque part de marché. Là, il y a la part de marché jeune. Donc, part de marché jeune, on propose cette mesure fiscale pour les moins de 30 ans. Que personne ne se trompe, elle ne verra jamais le jour, tellement elle est démagogique et coûteuse pour nos finances publiques. Le programme du Rassemblement national, c'est 20 milliards d'euros de recettes en moins dès cette année. Et cela, nous ne pouvons pas le tolérer quand on voit aujourd'hui l'état de nos comptes publics. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette mesure ? C'est la barrière d'âge, 30 ans, ou c'est simplement l'exonération pure et simple ? Écoutez, personne n'a envie de payer d'impôts. On est tous évidemment très contents quand on a des baisses d'impôts, des crédits d'impôts, des réductions d'impôts, parce qu'évidemment, c'est moins dans son portefeuille. Maintenant, il faut dire les choses très clairement. Quand on travaille, on est contribuable, on doit contribuer aux services publics dont on bénéficie, on doit contribuer évidemment au compte de la nation. Et moi, je ne veux pas que dans cette élection, on rase gratis. Je ne veux pas que dans cette élection, finalement, on soit dans une démarche de promesses fiscales tous azimuts. On a déjà vu beaucoup durant les dernières Il années. n'y a pas de réforme à faire, une réforme fiscale, parce que là, quand on regarde un petit peu le programme de la gauche, on passerait par exemple de 4 à 14 tranches. Là aussi, ça voudrait dire aussi une réforme fiscale. Qu'est-ce qu'il faut faire en la matière ? Tout le monde a des idées, mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu plus de 40% des Français seulement qui payent un impôt sur le revenu. Alors, les Français payent effectivement un peu plus de 40% de l'impôt sur le revenu. Je veux vous dire que c'est aussi en raison de la suppression d'un certain nombre de tranches par les gouvernements précédents, qui a aussi été, de mon point de vue, un peu démagogique. Il y a, tout le monde paye tout de même de la CSG, c'est un rendement énorme, hein, c'est presque 100 milliards d'euros. Tout le monde paye de la TVA, 150 milliards d'euros. Donc, je veux dire, tout le monde paye des impôts en France, il faut le répéter. Je veux dire une chose, oui, notre système fiscal, il faut le réformer. Il y a la question du foyer fiscal. Il y a la question, évidemment, de la progressivité. Il y a la question de la CSG que tout le monde paye et qui est très importante et qui réduit le pouvoir d'achat. Il faut une remise à plat au notre système fiscal qui est extrêmement complexe. Dans ma permanence, c'est des gens qui viennent me voir et qui m'amènent leur feuille d'impôt, qui ne comprennent même pas comment la remplir. Et on le fait à la place aujourd'hui des centres des finances publiques parce qu'on en a fermé 7 dans la circonscription durant les 5 dernières années. Donc oui, il faut une réforme fiscale. Malheureusement, pas celle-là. Quand on me parle de démagogie, j'ai un peu les bras qui m'en tombent. On sait tous qu'un célibataire sans enfant, il paye plein pot les impôts. C'est effectivement une vache à lait. C'est quelqu'un qui va, sur une année, payer 2 mois de son salaire pour payer ses impôts. Donc venir effectivement considérer que ce public-là ne doit pas être éligible alors qu'il n'y a que 10% effectivement de la population qui paye 90% de l'impôt sur le revenu, je trouve effectivement que c'est un peu fort de café. Mais en matière de réforme fiscale, donc ça vous paraît prioritaire par exemple par rapport à ce qu'évoquait Philippe Brun, la progressivité de la CSG ? Ah non, la CSG c'est le meilleur impôt aujourd'hui avec la TVA. Ça touche tout le monde. On est bien d'accord. Et c'est effectivement un impôt qui permet de rentrer un maximum de recettes. Donc, effectivement, transférer un certain nombre de charges sur la CSG-CRDS, pourquoi pas ? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des prélèvements obligatoires qui sont à 45% dans notre pays. On est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires. Donc, il faut effectivement savoir ce que l'on fait. Est-ce qu'on prélève ? Est-ce qu'on multiplie les tranches ? Est-ce qu'on impose à 90% comme le veut le Front populaire ? Voilà la réalité de la situation. On passe au deuxième thème ? Oui, je vous propose de passer à ce deuxième thème que nous avons choisi d'aborder, l'écologie et l'environnement, des questions qui ont été largement passées sous silence pendant cette campagne et même pendant la campagne des élections européennes. On commence par votre proposition en la matière. Patrice Popper, qu'est-ce que vous avez choisi de développer ? Alors, un point très important à mon sens, l'automobile. L'automobile et l'interdiction de la vente des véhicules thermiques où
hybrides à partir de 2035. C'est une mesure effectivement qui a été votée par l'Europe en 2023, qui est applicable à partir de 2035, c'est-à-dire dans 10 ans. Dans 10 ans, vous ne pourrez plus acheter de véhicules thermiques ou hybrides. C'est une décision qui a été prise manifestement à la va-vite. Le Rassemblement national a voté contre cette loi. Et aujourd'hui, je pense effectivement, et d'autres en Europe le pensent également, qu'il faut revenir sur cette décision. Je pense que cette décision a été prise à la va-vite, sans mesurer l'impact de cette mesure. Les impacts, ils sont très importants parce qu'effectivement, vous avez un certain nombre de gens qui ne vont pas pouvoir acheter de véhicules électriques. On le sait, effectivement, aujourd'hui, le coût d'un véhicule électrique est important. Et puis, on n'a pas mesuré la question de la construction de ces véhicules électriques. On a d'abord un problème de bornes, d'installation de bornes. Alors, en France, il y en a plus, en tous les cas, dans les agglomérations, mais à la campagne, il n'y a pas de bornes électriques. Il faut être clair là-dessus. Et puis ensuite, est-ce qu'on a les moyens de fabriquer des batteries? Aujourd'hui, la plupart des batteries, 75% des batteries sont fabriquées en Chine. Le reste est aux États-Unis et nous, c'est 10%. Est-ce que dans 10 ans, on aura rattrapé ce retard? Malheureusement, je ne le crois pas. Et puis, il y a un autre problème, c'est également les matières premières pour construire ces batteries. Aujourd'hui, la plupart des matières premières, que ce soit le lithium, que ce soit le manganèse, que ce soit le cobalt, tout ça vient de Chine, d'Australie, d'Afrique et pas d'Europe. Ça n'aide pas l'écologie aujourd'hui, les voitures électriques? Ça n'aide pas à réduire la pollution? Alors, en tout cas, une certaine pollution. Peut-être une certaine pollution, mais on l'a vu sur les chiffres de 2023, les taux d'émission des gaz à effet de serre en France, en tous les cas, ont baissé de plus de 5%. Depuis 2018, ça baisse constamment. Et la voiture n'a pas véritablement évolué. Alors, il y a des nouvelles normes, effectivement, et il y a des évolutions ou des modifications réalisées par les constructeurs, mais voilà, pénaliser et considérer que la voiture est le seul moyen de réduire les gaz à effet de serre, je crois que ce n'est pas d'actualité et ce n'est pas fondé. Donc oui pour l'écologie, mais pas pour l'écologie punitive et pas dans ces conditions-là. Je rappelle que même les Allemands aujourd'hui et le parti qui a obtenu la majorité des voix, le PPE, aujourd'hui envisage effectivement de remettre en cause ce qui a été voté en 2023. Donc, ce n'est pas un problème franco-français. Je crois que beaucoup de pays ont conscience aujourd'hui de cette difficulté et c'est ce que je souhaite effectivement porter. PPE, le Parti populaire européen qui est arrivé en tête des élections du début du mois. Votre réaction, Philippe Brun? Bon, qu'on retarde de quelques années l'objectif, on peut évidemment en discuter. Maintenant, il faut écouter les industriels. Que nous disent aujourd'hui les PDG de Stellantis, Peugeot Citroën, de Renault, nos fleurons nationaux. Ils nous disent surtout, ne changez pas les règles. Vous nous avez donné comme objectif 2035. Essayez de vous y tenir, car nous faisons des investissements importants. Et ces investissements, nous, on les voit dans la circonscription. Je permets de l'apprendre à monsieur Popper qui habite dans l'Essonne, mais nous, ici, dans l'Eure, dans la belle circonscription que j'ai l'honneur de représenter depuis 2 ans, nous avons de nombreux sous-traitants qui bénéficient de ces nouveaux investissements, des sous-traitants d'équipementiers automobiles qui travaillent dans la filière et qui, eux aussi, ont besoin de voir venir. Si on change les dates, si finalement on revient sur cet objectif, alors on va tuer la filière et on va tuer des emplois. Et moi, M. Popper, j'ai pas envie qu'on tue des emplois dans la circonscription. On a déjà eu un plan social chez Recticel. 40 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Recticel, c'est un sous-traitant qui fabrique de la mousse polyuréthane pour les voitures. Je n'ai pas envie de voir d'autres plans sociaux dans la circonscription. Et donc, il faut donner de la visibilité aux industriels. Il y a une décision qui a été prise, on est d'accord ou pas d'accord. Il faut qu'elle soit tenue. On peut retarder de 2 ou 3 ans, mais il faut qu'elle soit tenue. Et puis, je veux dire quand même une priorité. La priorité, c'est de sortir de notre dépendance au pétrole. Aujourd'hui, on importe pour 100 milliards d'euros de pétrole par an, de produits en hydrocarbures. Et donc l'électricité, elle peut être souveraine pour nous. Le pétrole, il ne le sera jamais compte tenu des gisements disponibles dans notre pays. Donc il faut qu'on sorte de notre dépendance au pétrole. Et est-ce que, pour autant, on sera prêt? Moi, je crois que nous pouvons le faire. On ouvre aujourd'hui des très grosses usines de batteries en France. Ça a été commencé. Ça fait partie des sujets centraux que nous devrons développer dans ce grand plan de remontée industrielle que je propose. Mais je crois qu'il faut, en cette matière, être responsable. Il y a des décisions qui ont été prises. Il faut aujourd'hui aller jusqu'au bout. La voiture électrique n'est pas la panacée. Justement, elle doit être complétée par d'autres mesures. Et j'aurai l'occasion d'en parler quand ce sera mon tour de faire des propositions. Moi, je voudrais
voudrais juste dire quelque chose, valable pour tous les deux. Depuis tout à l'heure, on parle écologie et environnement, mais en fait, on parle économie depuis tout à l'heure. Est-ce que ce que je comprends, ce que j'entends, parce que tout est lié. Mais quand on parle écologie, environnement, pour les futures générations, est-ce que vous auriez une mesure comme ça, là, utile en dehors des voitures électriques ? Comme ça, là, directement ? Direct comme ça, là. Vous savez, les jeunes, moi, je vois la mobilité, en fait. Quand on voit, effectivement, on nous parle d'écologie, et quand on voit le nombre de personnes qui prennent l'avion chaque jour, moi, je m'étonne. Donc, effectivement... On a dit que ça s'arrêterait avec le Covid, puis en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Mais je vais vous dire, c'est même pire. Ouais. C'est même Vous pire. habitez à côté d'Orly. Mais oui. Vous habitez à côté de l'aéroport d'Orly, vous vous en rendez compte. Que ce soit Orly ou Roissy, c'est exactement la même situation. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde nous parle d'écologie, tout le monde a des beaux principes, mais personne ne les respecte. C'est ça. Donc, moi, je veux bien une idée géniale sur l'écologie, peut-être effectivement de reboiser nos forêts. On a un problème, effectivement, à ce niveau-là. On avait des territoires ruraux très importants, on avait des forêts très importantes. Aujourd'hui, soit ça brûle, soit on rase pour construire. Donc, peut-être qu'effectivement, si on avait davantage de biodiversité, on absorberait davantage de CO2 et on aurait peut-être moins de pollution. Monsieur Brun. Ma proposition, quoi, votre peut-être, proposition ? voilà, moi je voulais vous parler évidemment du train. Parce que la voiture électrique, sur des longues distances, c'est bien que c'est compliqué. Donc il faut rouvrir les petites lignes de train. Il faut un plan massif aujourd'hui pour ouvrir les petites lignes de train. Chez nous, dans l'Eure, la ligne Évreux-Louviers-Rouen, et pas s'arrêter seulement à Louviers comme le propose la région, et rouvrir aussi la ligne Louviers-Elbeuf. Elle est moins connue, cette ligne-là. Elle traverse la forêt de Bord, elle passe par la Malherbe, et il y a 13 000 personnes chaque jour qui font le trajet entre l'agglomération d'Elbeuf et l'agglomération de Louviers-Val-de-Reuil pour venir travailler. Vous allez chez Sanofi, à la sortie de Sanofi, il n'y a que des gens qui viennent d'Elbeuf. Il faut rouvrir aujourd'hui les petites lignes de train. C'est indispensable si on veut que les gens adhèrent à la transition écologique. C'est la priorité dans une circonscription dans laquelle quasiment 90% des habitants se déplacent en voiture ? Oui, c'est la priorité. Et puis améliorer bien sûr le service sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Il faut quand même dire qu'il y a aujourd'hui 4000 personnes à Val-de-Reuil qui prennent chaque jour le train pour aller travailler. Il y a chaque jour 3000 personnes qui prennent le train pour aller travailler à Gaillon. Et il y a sur la gare de Bourtroul-Tuitébert environ une cinquantaine de personnes qui prennent chaque jour le train pour aller soit à Caen, soit à Rouen. Donc le train, il faut évidemment le développer. C'est le remède. C'est finalement le grand plan qui doit nous permettre de nous en sortir, de sortir de cette dépendance à la voiture individuelle, et qui nous permet de pouvoir dire je prends ma voiture en sortant de chez moi et ensuite je prends le train. Je veux rappeler, le trajet domicile-travail dans la circonscription moyen, c'est 60 km. Il y a 40 ans, c'était 8 km. On voit bien que les gens, ils vont travailler où chez nous ? Soit sur la zone, c'est ce qu'il y a de mieux, soit à Rouen, soit à Paris. Il faut qu'ils puissent se déplacer en train dans de bonnes conditions et à un prix abordable. Mais l'État s'est un peu désengagé, pardon Emmanuel, l'État s'est un peu désengagé et c'est maintenant la région aussi qui doit gérer aussi. Et la région ne peut pas le faire seule. On voit bien, regardez ce que ça va coûter de rouvrir juste jusqu'à Louviers. C'est phénoménal et la région ne peut pas à elle seule le faire. Et en plus, on nous propose 2035, ce qui est évidemment trop tard. Donc heureusement, si vous voulez, que quand on a fait la ligne Paris-Rouen-Le Havre au 19e siècle, ce n'est pas la région qui l'a fait, et sinon ça aurait été fait en 50 ans. Et heureusement que ça s'est fait vite, parce que ça nous a permis d'industrialiser le territoire. Patrick Popper, rapidement, on oppose la voiture et le train. Juste une remarque. Moi, je ne vois pas les gares dans toutes les villes et dans toutes les petites villes de la circonscription. Plus. Mais les gens iront en voiture. Ça me paraît. Non, mais les gens iront en voiture à la gare. Ils vont en voiture, Monsieur Brun, effectivement. Je suis allé à la gare de Val-de-Reuil. Il y a un énorme parking. Et donc, tous les gens, effectivement, font 20-30 km pour aller à Val-de-Reuil et ensuite se rendre à Paris. Est-ce que ça, effectivement, c'est logique ? Je n'en suis pas convaincu. Il faut le dire aux gens que vous avez vu à Val-de-Reuil, que c'est pas logique de prendre le train, les pauvres gens. Non, c'est pas le débat, monsieur. C'est effectivement de savoir comment, effectivement, on se rend à la gare. Est-ce qu'on y va à pied ? Est-ce qu'on y va en vélo ? Est-ce qu'on y va en voiture ? Quand on est à 20 km, on y va nécessairement en voiture, malheureusement. Oui. Voilà. Dernier point, effectivement, sur cette question du transport et du train. Prenez le TGV, monsieur Brun. Vous verrez le tarif pour faire un Paris-Marseille en TGV. Pour faire un Paris-TGV. Vous pensez qu'il y a un TGV chez nous ? Non. Vous croyez qu'il y a un TGV sur une Paris-Le Havre ? Monsieur Brun. Mais pourquoi vous parlez du TGV ? Pourquoi le tarif aujourd'hui ? C'est pas le tarif du TGV. Monsieur Brun, prendre le train aujourd'hui, ça coûte plus cher que prendre l'avion. Pourquoi vous me parlez du TGV ? C'est également un problème. Je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi vous parlez du TGV ? Il n'y a pas de tarif de TGV, il n'y a pas de ligne de grande vitesse chez nous. Donc ce ne sera pas le prix du TGV. Nous candidatons à une élection législative. Nous parlons nationale, pas forcément de Louviers. Et donc les petites lignes de train ne seront pas des lignes grande vitesse et nous voulons évidemment un prix abordable. Comme en Allemagne, ils ont fait le pass-rail à 40 €.
Pour terminer, messieurs, on vous a demandé de choisir une proposition sur le thème de votre choix, une proposition qui vous tient à cœur à mettre en place rapidement et que vous souhaitez développer ce soir. On commence avec vous, Philippe Brun. Quelle est votre proposition ? Oui, un sujet central, totalement invisibilisé aujourd'hui politiquement, qui est la question du handicap. L'Eure est le deuxième désert médico-social de France. Et qu'est-ce que disent les gens qui en avaient la permanence ? Un tiers des demandes entrantes, c'est pas de place en IME. Il y a aujourd'hui une liste d'attente, c'est 10 ans. Pas de place en classe Ulysse, pas de place en ESAT pour les adultes porteurs de handicap, pas non plus de poste d'AESH. Il y a la moitié des postes qui sont vacants aujourd'hui. On notifie 20 heures d'AESH pour un enfant, on n'en donne effectivement que 6 ou 12. Alors je propose de créer, j'ai écrit une proposition de loi pour créer un droit opposable à l'accompagnement médico-social, c'est-à-dire que l'État sera tenu de créer des places. Et si l'État ne crée pas ces places, il devra indemniser les familles. Cette loi, elle est soutenue par toutes les associations d'enfants et de parents et de personnes adultes porteurs de handicap dans le département. Tout ça sont plutôt des compétences départementales ? C'est une loi nationale qui doit fixer ce droit opposable. Et puis ensuite, après, évidemment, les collectivités locales. Genre, les places en IME, c'est pas uniquement les collectivités locales. Les AESH, c'est l'éducation nationale. Donc on voit bien qu'il faut mobiliser l'ensemble du système public autour de la question du handicap. Il y a 18 millions de personnes porteuses de handicap en France. Il n'y a pas de manif de gens porteurs de handicap. C'est un sujet invisibilisé et qui est pourtant très important dans notre département. Patrice Popper. Oui, sur le handicap, je suis très sensible à la question du handicap, Monsieur Brun. Les handicaps, ils sont multiples. Il y a des handicaps invisibles et puis il y a des handicaps visibles. Et on a effectivement un problème à suivre les gens handicapés. On a un problème pour assister les personnes âgées. On a un problème pour assister les personnes handicapées. Le législateur a voulu favoriser l'insertion des handicapés. Vous avez effectivement une taxe qui a été mise en place pour obliger les employeurs à recourir à des emplois de handicapés. Mais avant ça, effectivement, la reconnaissance du statut de handicapé est déjà une difficulté. Aller devant un tribunal pour que des familles puissent obtenir une aide, avoir un mandataire, c'est également des difficultés. Nous avons des délais. Moi, je l'ai fait. J'ai assisté plusieurs familles qui doivent gérer des enfants handicapés. Même aller devant le tribunal de proximité pour obtenir ce mandat, c'est difficile. Nous avons des délais. Donc, je partage effectivement votre avis. Le handicap est un souci et c'est un problème de société que nous devons tous partager. Il n'y a pas de difficulté pour ma part. Patrice Popper, quelle serait la mesure à appliquer selon vous de manière urgente si vous êtes élu député ? Alors, si j'étais élu député dimanche prochain, bien que ça ne me soit pas applicable, et je vais reprendre effectivement une idée et un projet de monsieur le sénateur républicain, Le Rudelier. Aujourd'hui, on assiste à une véritable escroquerie. Nous avons effectivement des partis qui ont décidé de voler cette élection. Monsieur Le Rudelier a proposé, avant même les résultats du premier tour de nos élections législatives, de revoir le code électoral et de supprimer la possibilité pour un candidat de renoncer à son investiture à l'issue du premier tour. Ça voudrait dire en fait qu'il n'y a plus de dépôt de candidature. Quand vous êtes qualifié au premier tour pour le second tour, ça se fait de manière automatique. Vous restez, vous avez effectivement porté des idées, porté un programme avec un parti. Vous devez, si vous êtes élu, bien évidemment, si vous avez ces 12,5%, vous devez effectivement rester et ne pas faire des combines politiciennes. Philippe Brun, c'est une thématique d'actualité. Il y a eu plusieurs dizaines de désistements. Je crois qu'il y a des manifestations, évidemment, dans l'heure pour qu'on change le code électoral. C'est vrai que c'est la priorité numéro 1 des Français. C'est normal qu'on puisse se désister comme ça pour un second tour ? Désiste ou pas. Si vous n'avez plus envie d'être député, vous n'avez pas de raison de pas vous forcer à être député. Bon, donc, il y a des discussions qui ont lieu. Il y a un très grand rassemblement autour de ma candidature. Ça gêne M. Popper. Il y a 75 maires sur 83 qui appellent à voter pour moi au deuxième tour et qui font des lettres aux habitants pour leur dire de me soutenir. C'est compliqué pour lui. Moi, je vous dis quelque chose. Les priorités, c'est pas changer le code électoral. La priorité, c'est changer la vie des gens. Les gens souffrent beaucoup dans notre département. Il y a beaucoup de choses à faire et ils pourront compter sur moi pour continuer à le faire durant les 3 prochaines années. Vous avez 15 secondes. 15 secondes. Une petite remarque. Effectivement, vous avez 75 maires qui écrivent, Monsieur Brun. Ces 75 maires, ils écrivent à la suite d'un mail qu'a fait Monsieur Jamet. Et tous ces petits maires, effectivement, Non, c'est pas vrai. Je l'ai, Monsieur Brun. Et les maires écrivent, ils recopient ce que Monsieur Jamet a écrit. Je l'ai, c'est sur mon téléphone, Monsieur Brun. Donc, j'ai pas de difficulté là-dessus. Merci à tous les deux.
quand même d'avoir joué le jeu de ce débat démocratique. C'est important. Dernier débat de cette série de l'entre-deux tours. La soirée se poursuit bien sûr sur France 3 Normandie et sur France Bleu. Rendez-vous dimanche soir pour vivre ensemble le second tour des élections à partir de 19h50. Très belle soirée à vous sur France 3 et merci Emmanuel. Et bonne soirée à vous sur France Bleu également. Bonne soirée.